Jordanien, là c'est beaucoup plus large, et puis ensuite on a un massif volcanique, comme le massif central. Alors, ces magnifiques églises qui sont là, qui sont toutes les églises du Xe siècle, elles sont ici, dans cette région, c'est-à-dire en Turquie de l'Est maintenant, malheureusement. Et elles sont petit à petit détruites par les Turcs. Donc ça c'est l'église qui est la plus au nord, l'église de Pahal. Vous voyez, c'était vraiment des monuments de prestige. Et... alors voilà, les imbéciles mettent leur nom, comme mon père disait, quand il voyait ça, le nom des fous est écrit partout. Il voyait des graffitis, et il y en a beaucoup malheureusement sur les monuments chrétiens. Et comme maintenant les voûtes sont plus ou moins détruites, vous voyez l'état des fresques. Alors heureusement, ces églises ont été décrites il y a un siècle par une expédition géorgienne. Elles étaient en moins mauvais état que maintenant. Alors ça c'est Otrta Ecclesia. Les 4 églises, c'est un ensemble monastique important, et puis en très très bon état. Lui qui est inhabité. Il ne sert pas, tandis que la première Pahal sert maintenant de mosquée. Donc il y a des bâtiments en partie détruits. Il y a la plus grande église dont on fait le tour en ce moment. Vous voyez cette architecture typique alors du Caucase, c'est-à-dire un revêtement lisse de pierre à l'intérieur et à l'extérieur. Et entre les deux, il y a un béton qui solidifie, mais les parements sont toujours impeccables. Alors là, on a beaucoup de mal avec les IA à photographier parce que le pignon qui est très haut, ensuite il y a un jardin, on ne peut pas circuler, il n'y a pas de recul. Ça vous donne une idée de l'importance et de la beauté de ces monuments. Et c'est la région d'où est reparti, on le verra tout à l'heure dans l'histoire du calme, la reconquête sur les Arabes de la Géorgie. Au 8e siècle, la Géorgie a été envahie par les Arabes. Et jusqu'au XIIe siècle, il y a eu un émirat à Tiflis. La Géorgie a fait partie d'un ensemble que les Arabes appelaient Arminia, qui comportait l'ancienne Albanie du Caucase, c'est l'Azerbaïdjan actuel et une partie du Daghestan, l'Arménie et la Géorgie. Et les nobles se sont retirés dans la partie, donc justement la plus éloignée de la conquête arabe, qui est venue évidemment par l'Est, ici, et c'est de là qu'est repartie la reconquête et la constitution d'un État unifié de Géorgie de l'Est et de Géorgie de l'Ouest. Alors ça c'est le plan de Khachouli. Il y en a 2 qui ont conservé leur coupole, c'est Khachouli et Oshki. Avec toujours un travail d'ornementation, il y a des grands murs lisses, et puis sur toutes par exemple pour souligner les petites ouvertures, pour entourer les fenêtres, évidemment pour les portails, il y a une décoration. Et alors ce qui est typique de cet art, c'est qu'il n'y a jamais 2 fois le même motif. On a 10 fenêtres l'une à côté de l'autre, les 10 motifs sont différents. On a toujours une symétrie d'ensemble et une dissymétrie dans tous les détails.
Ça, c'est très intéressant. Il y a une richesse, si vous voulez, décorative. Voilà, les fenêtres ornées. Les petits chapiteaux extérieurs. Alors là, on est vraiment dans des grands monuments. Il n'y a que deux aussi grandes églises en Géorgie même. C'est l'église du Patriarche à Misreta, on verra tout à l'heure, et puis à la Verdi, en Géorgie de l'Est, tout à fait, Géorgie de l'Est. Et ici, ils ont fait vraiment c'était la marque vraiment de la royauté qui commençait à s'imposer et qui... Ça, c'est Voshki. Avec je pense, dans le calendrier, alors très très souvent, à la coupole, ils ont gardé cette idée de la croix triomphante, la croix gemmée, portée par des anges, souvent, qui est emmenée au ciel par des anges. Et c'est ce qu'on a ici dans la coupole de Voshki. Quel monument magnifique, mais en très très bon état, hélas. Alors, il y a eu les tremblements de terre qui ont contribué à détruire certains monuments, et puis malheureusement le manque d'entretien et ça, c'est le drame de la Géorgie. Tous ces monastères à l'extérieur de la Géorgie ne lui appartiennent plus. Alors, soit ils sont repris par les Grecs, c'est le cas de Sinaï, de Sainte-Croix de Jérusalem et d'Iviron, soit ils sont en Turquie, et un ou deux, Rahoulis sert aussi de mosquée. Donc, d'une certaine façon, ça protège le monument. Puis les autres, ils sont petit à petit. Malheureusement, à Voshki, il y a des déprédations. Vous allez voir qu'il y a des sculptures. Et il y a des gens qui viennent arracher des sculptures pour les vendre. C'est à l'origine parce que partout... Oui, il y avait des parties peintes. Oui. Justement, on va apercevoir tout à l'heure à Voshki une de mes étudiantes qui prépare un doctorat justement sur la peinture des monuments. Excusez-moi, actuellement la religion la plus fréquente en Géorgie, c'est quoi? Comment? La religion la plus connue. En Géorgie, d'accord, la majorité de chrétiens. Ah oui, d'accord. Oui, ça fait partie. Il y avait, à l'époque soviétique, il y avait très souvent dans les journaux des critiques des Géorgiens parce que ils allaient, évidemment, pour le mariage, il fallait se faire enregistrer. D'ailleurs, la Géorgie, pour réagir, avait créé à l'entrée de Tbilissi, il y a un palais des mariages avec des espèces de clochers. Enfin, c'est très amusant parce que c'est une construction qui est typiquement soviétique, mais qui avait été faite pour essayer de détourner les Géorgiens d'aller. Et dès qu'ils sortaient du palais du mariage, ils allaient chez le patriarche pour faire bénir leur mariage. Donc ça, c'est ça. Alors officiellement, ils étaient soviétiques, mais un Géorgien, normalement, c'est chrétien. Mais alors, on va voir, parce que la petite présentation, ça c'est un amuse-gueule, si j'ose dire. Alors, la présentation que je vais faire commence avec les diapos, et un peu provocatrice, justement. Et en même temps, c'est quelque chose qui est profondément géorgien, c'est-à-dire, c'est une culture de l'unité. La semaine de l'unité, mais par exemple, on n'aurait pas pu en Géorgie aujourd'hui manger comme ça. Pas possible. Une seule table. Qu'on soit 4 ou qu'on soit 400, mais pas de table séparée. Ça, c'est pas possible. C'est qu'ils pouvaient manger 400. Il faut des tables en moins, c'est pas sûr. Où est le problème? Où est le problème? Coller un petit peu par Non, c'est obligatoire. Et normalement, il y a un rituel religieux, entre guillemets, sur la table,
c'est-à-dire qu'il y a un chef de table qui est choisi, qui est quelquefois appelé de loin pour un mariage ou pour son éloquence et pour sa capacité à boire. Ça fait aussi partie du jeu. C'est égal. Et vous ne buvez pas d'alcool, vous pouvez boire du jus de fruits, de l'eau tant que vous voulez, quand vous voulez, mais l'alcool, il se boit à l'intention qu'a évoqué le chef de table. Et en Svanetti, là d'où vient ce bonnet, et on va entendre tout à l'heure un chant pré-chrétien de Svanetti, les 3 premiers toasts, c'est pour le dieu principal, le dieu qui fait le travail, et puis Saint-Georges. Donc c'est un rituel vraiment religieux. Un petit peu comme... Il a un nom, il s'appelle Thamada. Thamada. Thamada, c'est un mot, c'est un syntagme tcherkesse, qui n'est pas géorgien. Donc, on va voir un petit peu la composition du Caucase. Ça veut dire Dieu donne. Mon interprétation, c'est Dieu donne quoi? Ben, il donne un hôte. Et comme il y a un hôte, on fait une table de fête. Et voilà. Et pendant des décennies, j'ai demandé en Géorgie, il y a un rite spécial parce que quand on est 400 personnes, le Thamada, il ne connaît pas tout le monde, comment il va faire l'éloge? Il doit faire l'éloge de chacun. Alors ça peut être en groupe. Il faut s'asseoir. Ça peut être les femmes. Dans le pire des cas, toutes les femmes ensemble. Après, il y aura peut-être des... Mais pour les autres, il doit les... un par un, forcément. Et puis faire... Donc c'est un apprentissage très intéressant, culturellement, c'est que vous êtes obligé, vous vous dites un jour ou l'autre, je serai forcément chef de table. Ah, ça va me tomber dessus. Et donc, il faut que je sois capable de mettre en relief les qualités des personnes avec lesquelles je vis. Ça vous oblige à avoir un œil positif sur vos voisins. C'est très très intéressant. À croire. Aussi au plafond. Et donc, quand le chef de table ne connaît pas bien, mais qu'il sait que, ah bah justement, c'est un copain de Bernard, il va pouvoir en rajouter dans l'éloge, il y a une formule rituelle aussi, qui est à la verdi vachenta. Je suis à la verdi avec toi. Et à la verdi, ça veut dire quoi? C'est du turc. Dieu a donné. Donc c'est exactement Thamada à la verdi, c'est la même chose. Et ils ne savent plus, en réalité, actuellement en Géorgie, d'où ça vient. On entendra tout à l'heure, le premier chant qu'on entendra, c'est l'Ilet. C'est un chant pré-chrétien de Svanetti. Le soir, ce sont des montagnards. Ils vivent, en ce moment, il y a 1,50 m de neige. Ce sont des solides. Et leur chant aussi. Vous verrez, c'est un chant de procession religieux. Mais on ne sait plus, l'Ilet, on ne sait plus qui est vraiment le destinataire. Vous voyez là, tous ces petits détails, même les bases de pilastres. Alors là, il y a une photo, je m'étonne de ne pas la retrouver. Parce que dans l'inscription, dans l'église d'Oshki, il y a une fresque, dont un reste nous montre une reproduction d'une église qui est maintenant très démolie parce que les Turcs l'ont utilisée comme magasin de poudre, et puis ça a sauté, évidemment. C'est une église circulaire, immense, magnifique, et on a une reproduction de Bana, de cette église de Bana, à Oshkine. Je ne l'ai pas lu. Au XIe siècle, coupole sur trompe, 10e, 11e. Ouais, inscription.
tout le long des fresques. Autrefois, il y avait des grandes inscriptions. On a encore des portraits de donateurs. On les a aperçus, je pense, tout à l'heure. Passer comme je parlais. Voilà encore des restes d'inscriptions en majuscules géorgiennes. Mais c'était des monuments vraiment grandioses. C'est des monuments qui datent de quelle époque? 10e. Oui. Oui. Oui, ça. Alors voilà, il y a une série, il y a une espèce de portail couvert et dans lequel il y a les portraits, il y avait le portrait de Saint Nino d'ailleurs, et des portraits de saints qui sont petit à petit arrachés par les Turcs et revendus à des collectionneurs américains sans doute. Voilà, des restes de fresques. Ouais, chaque fois c'est différent. Le décor. Un portail sud. Et ce sont des biens nationaux, ce sont des biens qui appartiennent au clergé. Ça appartient à l'État, au clergé, Ah non, à des particuliers. Ça appartient à l'État. Appartient à Ça, l'État. oui, ça appartient à l'État. C'est les bâtiments. Mais ils s'en occupent absolument pas. Et les Géorgiens essayent de faire, de proposer à la fois fouilles et restauration et consolidation. C'est très très difficile. Alors ce sont des monuments vraiment d'une qualité extraordinaire. Voilà le vue général. Et alors les bâtiments sont rarement mis par hasard, hein, les bâtiments religieux. Là on est donc un petit peu en dessous de cette grande crête montagneuse. Alors Oshki, mais Ramanda, c'est là qu'a été copiée la Bible d'Iviron. Dans cet endroit. Je pense que ça c'était le scriptorium. Alors littérairement, cette région, donc de Géorgie du sud-ouest, maintenant en Turquie, était toujours la croix glorieuse dans la coupole, n'était pas rattachée à la Géorgie centrale, qui à l'époque était donc en mauvaise main, occupée par un émir arabe, mais était rattachée à la Palestine. Donc on a ce passage de la littérature géorgienne de Palestine par cette région qu'on appelle Tao Tarjeti et qui ensuite alors va passer à l'Athos. Parce que c'est quand en 980, on va le voir tout à l'heure, les Géorgiens ont pu fonder le monastère d'Iviron, des Géorgiens, c'est-à-dire des Géorgiens d'Athos. Ils ont fait la commande des manuscrits, de prestige, parce que c'était une fondation appuyée par l'empereur, dans cette région, et en particulier à Oshkosh. Alors la croix est partout présente, hein, c'est vraiment le culte. Voilà, ça c'est Kharoun. Avec l'aigle qui symbolise à la fois certainement le pouvoir princier, mais aussi mystiquement le rapt de l'âme. Donc Kharouli est assez bien conservé par le petit bâtiment qui est devant, mais le bâtiment principal, une autre forme de croix. Alors c'est la croix palestinienne avec quatre bras égaux que nous trouvons dès le 6e, 7e siècle en Géorgie, qui vient de Jérusalem.
Bon, ça c'est un bâtiment fermé maintenant, c'était une annexe, mais avec une délicatesse de décoration. La façade est, ça c'est le bâtiment principal. Je vais enlever les photos qui sont honnêtes. Ça ressemble à la croix de Malte, souvent. Ça ressemble à la croix de Malte. Un peu, non? Oui, si on veut, oui. Eh bien, ça c'est Bana, justement. Donc cette église ronde, immense, à 2 étages, et qui a malheureusement été pulvérisée par l'explosion de la poudre. Ça devait être un bâtiment absolument... Alors qu'il est dans un espèce de grand cercle de collines, donc on voit de très loin. Un bâtiment superbement placé. Mais qui est dans un très très mauvais état. Alors on discute beaucoup, est-ce que c'est un bâtiment du 7e siècle ou du 10e? Est-ce que la colline était construite à cet effet ou bien c'est une colline naturelle? Non, c'est une colline naturelle. Naturelle, Ouais. c'est ça, oui. Oui, voilà la partie de l'intérieur. C'est vraiment catastrophe. Alors il y en a 2 qui ont subi ce sort. Il y a la plus grande église, la reconquête s'étant faite à partir de l'ouest. La capitale actuellement ici, Koutaïssi, où ils ont transféré, c'est la 2e ville de Géorgie, où ils ont transféré le Parlement il y a quelques années. L'église principale, l'église de Bagrat, a été aussi soufflée parce qu'ils avaient mis, les Turcs s'en étaient servis comme magasin de poudre. Et elle a été classée au patrimoine de l'UNESCO il y a quelques années, il y a peu de temps. On ne la verra pas, mais on verra les églises qui sont à côté. Ah, alors ça, ce sont les fortifications. Profiter des reliefs naturels pour édifier des chaînes de fortification qui permettaient d'en haut de prévenir de l'arrivée. Il y avait tout un système de relais comme ça. Voilà une petite dame géorgienne. Bon, c'est une amie qui travaille voilà, conservatrice des livres rares à l'université de Tbilissi et qui nous a fait, avec une autre amie traductrice, qui nous avait fait, bon ça c'est autre chose, fragment de manuscrit, ça c'est arménien. Mais c'est le commentaire des psaumes de Théodoret, donc dans une vieille traduction arménienne qui doit être du VIe siècle. Évidemment, on n'a pas de manuscrit grec du commentaire des psaumes de Théodoret du VIe siècle. Donc c'est important d'avoir l'état du texte à cette époque. Et le manuscrit lui-même doit être du 9e, 10e siècle peut-être. Alors il a été utilisé, vous voyez, c'est comme ça souvent qu'on retrouve des textes qui ont disparu de la littérature, il a été utilisé comme feuille de garde au début d'un autre parchemin. Alors là, bon, on est justement, on va sur des forteresses sur la route de la Géorgie du sud-ouest.
Ah ah, non, alors ça c'est tout à fait autre chose, pardon. Là, on est... Je pense... Je me repère... J'imagine qu'on est à Stagirros, à la patrie d'Aristote. Bon, c'est un peu perdu là avec les diapos. Mais je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est la ville natale d'Aristote. Oui, oui, c'est ça. Stagirros, au bord de la Méditerranée, absolument magnifique. Voilà, donc là c'est... Ah, ça c'est en Arménie. Bon, je pense qu'on peut arrêter le diaporama. Ah. Merci. Donc, dans ce cas, j'arrête parce que si vous voulez d'autres diapos, il vaut mieux fermer ça. Donc, et arrêter l'enchaîne. Oui. Alors, dans le monde chrétien, la Géorgie, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Tout à part. Les Géorgiens, d'où est-ce qu'ils viennent? Personne n'en sait rien. Ils sont là depuis à peu près au moins 5000 ans. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors là, ça veut dire dans ce qu'on appelle le Caucase. Le Caucase, c'est quoi? C'est une notion géographique. C'est essentiellement une grande chaîne de montagnes, qui a une douzaine de sommets de plus de 5000 mètres, qui culmine, on dit maintenant c'est le sommet de l'Europe, c'est l'Elbrouz, 5632 mètres. Alors qui est au sud de la grande steppe russe. À l'est, on a l'Iran, et à l'ouest, la Turquie, au sud-ouest, la Turquie. Donc malheureusement, bon, c'est la Turquie, avant c'était l'Empire byzantin, et avant c'était l'Empire romain. Ça veut dire que c'est un peuple petit par son nombre, qui s'est toujours trouvé coincé entre des grands empires. Et qui va avoir une histoire difficile à cause de ça. Mais il a cette particularité par rapport à tous les autres que nous connaissons. Les Arméniens sont juste au sud, en dessous. Il n'est pas un Européen. Les Géorgiens ne sont pas un Européen. Ils ne sont pas turciques. Ils ne sont pas sémites. Personne ne sait d'où ça sort. Et ils ne sont pas les seuls dans le coin. C'est que dans ce grand Caucase, qui fait quoi, 1100 km de long, sur la chaîne de montagne, ça fait quoi, 200 km de large au maximum. Il faut dire, bon, on verra une ou deux photos, mais ça dit pas grand-chose du bonheur qu'on a à survoler ça en avion. Ou arriver tout d'un coup au détour d'une route devant la grande chaîne du Caucase, en Kakhétie, à l'est. C'est vraiment un spectacle d'une beauté merveilleuse. Alors, dans cet espace, il y a actuellement encore une cinquantaine de langues caucasiques, donc qui ne se rattachent à aucun groupe de langues connues, qui sont assez complexes. Ce sont des langues très anciennes, et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas du tout des langues d'enfants. Des langues très très complexes, à la fois phonétiquement. Le géorgien est un petit enfant, il a seulement 37 lettres, mais l'oubir, qui était parlé dans cette région, qui est la dernière région qui a résisté aux Russes jusqu'en 1864, à la conquête russe, l'oubir avait 80 consonnes.
Et malheureusement, il n'y a quasiment plus de locuteurs. On essaye de relancer cette langue. Et donc, dans cet espace, il y a une cinquantaine de langues dont la parenté est absolument inconnue avec toutes les autres langues du monde, mais qui forment 3 familles. La famille la plus nombreuse, pas en nombre de langues, mais en nombre de locuteurs, c'est la famille du géorgien. Donc, il y a le géorgien qui est parlé